On arrive à la fin. L'idée, c'était d'être positif et de faire en sorte de réinventer demain. Et de ne pas être juste dans le constat. Et de se dire qu'au bout du compte, il y a, malgré tout, des règles prudentielles qui nous permettraient de discerner le bien commun. Donc, même si on n'a pas totalement réussi sur la Syrie et Notre-Dame-des-Landes à établir quels étaient ces principes, nous allons justement le faire avec les intervenants qui sont ici et que je salue. Donc Jean-Philippe Chauvin, qui est professeur d'histoire, mais qui est surtout un spécialiste reconnu de l'écologie, et notamment de l'écologie royaliste, et il va avoir l'occasion de nous en parler. Jacques de Guibon, qui est rédacteur en chef de l'Incorrect, et qui a aussi, donc, que vous pouvez acheter là-bas, hein, pour ceux qui n'ont pas encore dépensé tous leurs sous, et qui a sorti un livre tout à fait fascinant, une histoire de l'anarchisme chrétien, anarchiste. Charles Saint-Pro, qui nous a gentiment donné un petit texte sur 1068, la révolution des imbéciles, mais qui surtout vient de sortir un livre aux éditions du Cercle, l'État-nation face à l'Europe des tribus. Et enfin, Gabriel Robin, qui lui est rédacteur en chef numérique de l'Incorrect, et qui a la gentillesse donc de venir nous éclairer sur un sujet particulier qui est celui des limites des partis politiques. Et Gabriel, si tu veux bien, on va commencer par toi, puisque en Action française, on a tendance à considérer que les partis politiques sont un peu la racine du mal qui nous ronge. Et donc, tu vas pouvoir nous expliquer en quoi est-ce qu'une refondation politique passe par une refondation du système des partis. Merci déjà de cette invitation, j'en suis très flatté, c'est une vieille maison, du vieux mouvement politique français, c'est assez intimidant et je viens chez vous avec beaucoup d'humilité. La question qui m'est posée, les partis politiques ont-ils vécu? Il va falloir déjà parler de politique et de 5e République, parce que je vais me circonscrire à la 5e République. C'est une question qui est récurrente dans l'histoire politique française des 100 dernières années. Elle a été pensée notamment pour répondre à l'instabilité ministérielle chronique de la 4e République, la 5e République, et elle s'est également construite contre les régimes des partis, sinon la dictature, et je reprends l'expression de Charles de Gaulle, contre le parlementarisme et contre aussi la classe politique unie. Charles de Gaulle l'avait explicitement dit. J'ai proposé au pays de faire la constitution de 1958 dans l'intention de mettre un terme au régime des partis. C'est dans cet esprit que la constitution a été faite. De Gaulle toujours disait, dès 1958, depuis 12 ans, le régime des partis, flottant sur un peuple profondément divisé, au milieu d'un univers terriblement dangereux, se montrait hors d'état d'assurer la conduite des affaires, non point par incapacité ni par indignité des hommes, ceux qui ont participé au pouvoir sous la 4e République étaient des gens de valeur, d'honnêteté, de patriotisme, mais ne représentant jamais autre chose que des factions. Ces gouvernements ne se confondaient pas avec l'intérêt général. Une notion d'intérêt général qui, si elle ne saurait être synonyme de bien commun, doit ici être entendue ainsi. Car pour Charles de Gaulle, il faut mettre un terme à la dictature des partis, parce que les partis représentent des intérêts particuliers, se servent d'un plus qu'ils ne servent la France. Le président, le monarque républicain, en tout cas c'est lui qui l'a conçu ainsi, avec tout ce que l'expression peut avoir d'oxymorique, j'en suis d'accord, ne devrait pas être soumis aux partis politiques, aux coteries et aux lobbies de toutes sortes, et bien entretenir un dialogue direct avec les Français. Donc le suffrage universel, qui a été décidé en 1962, n'a depuis lors jamais été remis en question, y compris par la succession de cohabitation des années 1980 jusqu'au début des années 2000, avant que le quinquennat ne soit voté. Car au fond, le président de la République ne tire pas sa légitimité de son élection, mais de sa fonction. Cela ne signifie pas pour autant que la 5e République aurait mis fin aux partis politiques et en aurait changé la nature. La 5e a, par le suffrage universel, structuré le débat politique autour non seulement de l'opposition entre la droite et la gauche, mais surtout entre les partis qui représentent la droite et la gauche, qui sont censés les incarner, quand bien même ils ne seraient pas de droite, ni même de gauche. Les partis dits de gouvernement, sous-entendant que les autres ne pourraient pas exercer le pouvoir. Et ça m'amène à une deuxième réflexion, qui est celle de la dégradation de la fonction présidentielle à partir de Jacques Chirac. Et notamment, après ça s'est poursuivi sous Nicolas Sarkozy, puis sous François Hollande. Ces deux quinquennats ont été extrêmement agités, marqués par l'impopularité des présidents, qui n'ont pas su être réélus, alors que c'était extrêmement rare. Habituellement, le président sortant était réélu. Donc ça a montré une instabilité institutionnelle, une instabilité de la fonction.
Et on pourrait s'étonner donc de la victoire d'Emmanuel Macron, un homme qui a participé, en qualité de ministre de l'économie, à des politiques si contestées. Sans doute seront-ils nombreux pendant les années à venir à questionner et commenter cette surprenante élection. Emmanuel Macron a été élu par défaut, au gré de concours de circonstances improbables. Nous ne le dirons pas, l'imprévu, sinon l'imprévisible et le hasard participent à façonner l'histoire. L'effondrement de François Hollande, les élections primaires de la droite et de la gauche, le désormais fameux Penelope Gate paralysant la campagne de François Fillon, et la sympathie relative d'une partie des médias français et internationaux pour Emmanuel Macron n'auront pas été pour rien dans ce 18 brumaire d'une social-démocratie qu'on croyait dévitalisée, zombie. Toutefois, s'arrêter à ces éléments certes réels constituerait une faute intellectuelle, ce me semble de première importance. Quand Nicolas Sarkozy puis François Hollande ont été élus, les observateurs les plus avisés ont confusément senti que les deux hommes avaient de la satisfaction du devoir accompli. Fondamentalement, leur principal objectif était de conquérir le pouvoir. L'exercice était pour eux une perspective effrayante. Ils étaient plutôt des tacticiens, beaucoup plus que des hommes d'État en puissance, des hommes de décision. Ils ont donc multiplié les erreurs de communication, ils ont gouverné à rebours des discours qui les avaient portés jusqu'à l'Élysée. Et la Ve République enterrait ainsi son singulier modèle, celui du monarque républicain. Emmanuel Macron, très rapidement conscient du fait que les Français se sentent livrés à eux-mêmes dans le chaos d'un nombre de mutations, devait d'abord s'attacher à analyser la situation dans la longue durée de la société française, et il déclarait, alors qu'il était encore ministre de l'économie au 1 en 2015, une phrase qui a été d'ailleurs reprise par l'Action française, qui était « La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude, car elle ne se suffit pas elle-même, il y a dans ce processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. Comprenant donc que la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique, il n'avait alors à l'évidence plus aucun doute sur ses capacités à gagner l'élection présidentielle, et mieux, il savait déjà pourquoi. Nous avions vécu une décennie anxiogène, dans un climat de crise économique et identitaire, avec un éparpillement de l'offre politique en plusieurs ensembles disparates, eux-mêmes tiraillés entre des tendances parfois contradictoires, et cela lui ouvrait la voie. Le clivage droite-gauche, donc, qui structurait notre vie politique depuis plus de 2 siècles, ou plus tard depuis l'affaire Dreyfus, n'en s'en trouverait-il pas dépassé? La thèse que de prime abord, c'est bien. Il y a en tout cas les principales formations dites souverainistes ou nationalistes, que ce soit la France insoumise ou le Front National, qui lui substitue l'opposition des tenants de l'État-nation et les mondialistes. Jacques Sapir, par exemple, avait franchi un grand tabou, puisque la droite française a longtemps été isolée et piégée par le cordon sanitaire qui était imaginé par François Mitterrand pour dominer la droite, empêchant toute possibilité d'union. Et Jacques Sapir disait, peu avant l'élection présidentielle, à partir du moment où on se donne comme objectif prioritaire un démantèlement de la zone euro, une stratégie de marche union, y compris avec les forces de droite, apparaît non seulement comme logique, mais aussi nécessaire. À terme, la question des relations avec le Front National et le parti issu de ce dernier sera posée. Il faut comprendre que très clairement, l'heure n'est plus au sectarisme et aux interdictions de séjour prononcées par les uns comme par les autres. Donc pour bien mesurer la portée du propos, il faut garder à l'esprit son parcours. Parce que cet homme-là, qui est un homme engagé à la gauche durant la majeure partie de son existence, qui a commencé sa carrière de chercheur par l'étude de l'économie et du complexe militaire soviétique, comment a-t-il pu transgresser quelque chose d'aussi important? C'était symptomatique tout de même de l'esprit du temps. Et pour le comprendre, il faut remonter 30 ans en arrière pour faire un peu d'histoire. Tout d'abord, la ratification du traité de Maastricht, consécutivement à la réunification allemande. Dans les années 1970, la construction européenne n'allait pas de soi. Le congrès d'Épinay, qui est l'acte fondateur de l'épopée mitterrandienne, unifia les gauches françaises en une machine à gagner. Et les ténors de la deuxième gauche, il y avait à l'époque Michel Rocard, Jacques Delors, etc., ont été battus. Mais ils réussirent pourtant à intégrer le projet de constitution européenne comme étant l'un des objectifs prioritaires des socialistes. Et ça, c'est fondamental dans notre histoire récente. Et symétriquement, à droite, quelques années plus tard, Jacques Chirac signait l'appel de Cochin, qui avait été écrit par Pierre Juillet et Marie-France Garot, et il renouait d'une certaine manière avec l'héritage du général de Gaulle. Et le texte fustigeait Valéry Giscard d'Estaing, alertait les Français sur l'imminence de la disparition de l'État-nation, qui serait noyé dans un maelstrom européen mis au service des États-Unis d'Amérique, et c'était explicitement dit dans l'appel de Cochin. Et pourtant, arrivé au pouvoir, le Corrézien mène une politique qui est à l'exact opposé de ce qu'il prône. Et il poursuit l'œuvre de la construction européenne. Donc une fois de plus, le discours politique mobilisant les affects et l'imaginaire des électeurs et des militants ne devait pas résister à la détermination des réseaux de pouvoir, pas plus qu'à l'opportunisme de ses représentants. Et là, c'est la première pierre de touche, en fait, où les partis politiques issus de la Ve République, les deux grands partis de gouvernement, commencent à montrer des signes de faiblesse. Ça va perdurer plusieurs années, et donc vous avez sur cette idée de la construction européenne, c'est un sujet qui est transversal et transpartisan,
qui va réunir alternativement au cours des référendums que sont en 1992 ou en 2005, des personnalités issues et de la droite et de la gauche dans les deux camps. C'est le premier sujet transversal. Et on aurait pu croire, effectivement, qu'en 2017, l'élection soit structurée par ce nouveau clivage qui opposerait les tenants de la nation, dont nous faisons à peu près tous partie, je suppose, ici, et je l'espère, aux tenants de la mondialisation et de la construction européenne. Même pas du tout, puisqu'il y a eu un personnage qui s'est immiscé là-dedans, qui est Emmanuel Macron, qui lui aussi a refusé le clivage droite-gauche, mais au lieu de refuser le clivage droite-gauche autour de l'opposition entre la nation et la mondialisation, il lui a substitué un nouveau clivage qui était le progrès contre les forces de la réaction. Et l'élection présidentielle en 2017, je pense qu'elle restera remarquable pour ce qu'elle a dit de la France, de son histoire politique récente et peut-être de son avenir. Elle marque à l'évidence un tournant. À la première question qui leur a été posée, portant sur le renouvellement des acteurs de la vie politique nationale, les Français ont répondu par l'affirmative. Ils ont plébiscité Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon après avoir éliminé assez brutalement deux anciens premiers ministres, Alain Juppé et Manuel Valls, et un ancien président, Nicolas Sarkozy, puis contraint le président en exercice à être le premier de la Ve République à renoncer à sa propre succession. On a vécu une phase dégagiste qui s'est concrétisée le soir de l'élection présidentielle, où autre fait inédit, pas plus le candidat socialiste que le candidat de la droite du gouvernement n'ont pu se qualifier. Et c'était un résultat qui était attendu pour Benoît Hamon, mais beaucoup moins prévisible, par exemple, pour un François Fillon. Et au-delà des campagnes et des personnalités des différents impétrants, les oscillations de la société française répondent à des invariants anthropologiques, mais aussi à des transformations sociologiques au long cours. Diverses enquêtes ont montré que les Français rejetaient assez largement les institutions, les hommes de pouvoir et les partis politiques. Le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF en décembre 2012 montrait qu'à peine 31% des personnes interrogées disaient avoir confiance dans l'institution présidentielle, 28% dans le gouvernement et 26% dans l'Assemblée nationale. Les sentiments négatifs prévalaient avec 52% des interviewés déclarant n'avoir pas plus confiance en la droite qu'en la gauche pour gouverner le pays, 38% se montrant méfiants à l'égard de la politique, 26% dégoûtés, 12% ennuyés et 3% effrayés. Des chiffres édifiants, sans cesse confirmés durant le quinquennat Hollande. Je poursuis. En dépit d'un léger refus en 2017, comme l'a prouvé la 5e vague de l'étude Fracture française, qui a été publiée en juillet de la même année, et réalisée pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po. En effet, si les Français sont toujours désenchantés, ils sont tout de même 41% qui continuent à faire confiance à l'Union européenne en 2017, 35% dans l'Assemblée nationale, etc. Un regard assez net qui s'explique sûrement, et malheureusement, de mon point de vue, par la campagne d'Emmanuel Macron et l'espoir qu'elle a pu entraîner au moins au départ. Car son élection et ses premières sorties internationales lors du G7, du sommet de l'OTAN, ou aux côtés de Vladimir Poutine à Versailles, ont montré que sa personne avait été plébiscitée. En revanche, les partis politiques sont toujours aussi unanimement rejetés par pas moins de 88% des Français interrogés. Le climat déclinise des dernières années, alimenté par des soubresauts violents qui ont agité l'Union européenne, la montée du chômage ou les attentats islamistes, a trouvé son aboutissement le dimanche 23 avril 2017. Alors je vais conclure, parce que je pense être un peu long. C'est pas passionnant. Voilà. J'aurais pu vous parler du populisme transversal d'Emmanuel Macron, le guépard. Voilà. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Et Macron a exactement fait ça. Mais je vais vous parler de cette nouvelle époque. Car gardant en vue la narration de ce presque demi-siècle de mutation et de tentatives politiques, de lutte autour des moyens, sinon du concept même de souveraineté, la question politique par excellence nous apparaît avec une acuité toute particulière, comme semble-t-il au seuil de chaque époque nouvelle. Alors que Jean-Jacques Rousseau, dans son étude du contrat social, entendait déjà répondre à la question clé de la pensée occidentale en 1762, quelle est la fin de l'association politique? C'est la conservation et la prospérité de ses membres. Notre pays est aujourd'hui le sujet de périls qui menace jusqu'à sa permanence historique. Son peuple, sa civilisation et non le souvenir figé et morbide de sa culture, son état existeront-ils au-delà des bornes du XXIe siècle? Plus ou moins confusément, nous sentons tous aujourd'hui, quelle que soit notre appartenance politique, que cette question, loin de constituer un exercice de rhétorique, s'impose et s'imposera clairement toujours plus à nous, à nos enfants. Nous sentons que se joue bien plus qu'une simple crise, qu'un ensemble de problèmes conjecturels ou de transformations se déroulant dans un simple temps court. Sous le masque de la mondialisation, de l'engagement autour des questions européennes, apparaissent les crispations, les confusions, les incertitudes et les aspirations propres à un changement d'époque. Nous passons, selon l'expression de Jacques Lévy, de l'ère agro-industrielle à l'ère post-néolithique. C'est une métamorphose
à l'échelle des temps historiques, et les partis politiques ne sont pas habilités, ne sont pas capables de répondre à ces questions. Merci Gabriel de nous avoir démontré que les partis politiques sont une espèce animale en voie de disparition, et pour une fois, nous sommes contents. Et j'ai demandé à Jean-Philippe Chauvin de nous parler de ce que pourrait être une écologie pour demain, et pourquoi est-ce que cette écologie que notre famille d'idées a cru à un moment donné, en tout cas une partie de notre famille d'idées a cru à un moment donné être opposée aux intérêts de la France, est en fait quelque chose qui est profondément constitutif de notre pensée du bien commun. Oui, la question écologique, elle est revenue dans l'actualité ces dernières décennies, et étrangement, elle est revenue par la gauche, alors que l'écologie était née à droite. Et que d'une certaine manière, si on prend la définition de l'écologie, c'est tout compte fait de permettre à la vie de prospérer, aux espèces de vivre, parfois de disparaître, etc. Et c'est de permettre aussi à l'homme de vivre dans un environnement qui lui permette de vivre aussi de la terre, produit de la terre, etc. etc. Aujourd'hui, on est assez dévasté de voir que notre pays est abîmé par les diverses pollutions, par le bétonnage. On s'est beaucoup, comment dirais-je, pour certains inquiétés, ou au contraire réjouis de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais en fait, ce n'est que 1600 hectares de sauvés, tandis que chaque année, 80 000 hectares de terres arables sont bétonnés, sont artificialisés, etc., etc. Dans le même temps, on constate la disparition, au-delà des haies, de tout ce qui est insectes, oiseaux, petits mammifères, etc. Et on voit bien même que les espèces agricoles elles-mêmes subissent une sélection qui devient une véritable épuration. La plupart des espèces de vaches, par exemple, qu'il y avait dans les années 1950, ont disparu. Je ne parle même pas des différentes volailles. On a sélectionné celles qui allaient produire le plus et le plus vite. On est donc dans cette logique de l'accélération du temps, dans cette logique, j'allais dire, franklinienne, où le temps c'est de l'argent, time is money, et on oublie à la fois les espaces et les espèces, quelque part. Et il se trouve que les royalistes n'ont pas à rougir de l'écologie, d'être écologistes. Si on se rappelle même de la définition de l'écologie par rapport au bien commun, l'écologie, ça devrait être le souci d'un bien commun qui ne s'arrête pas aux hommes du présent, mais s'intéresse aussi à ceux de demain. L'écologie, c'est une politique des lieux, des espaces, du long terme. Le bien commun n'est pas réductible à un moment, il est extensible à des temps et des espaces beaucoup plus vastes. Et c'est le problème, c'est que l'écologie est éminemment politique, parce que quand on regarde la République, je dirais qu'elle est coincée. Elle est coincée de deux manières. D'abord, elle est coincée entre deux élections, une espèce d'électoralisme permanent, et le jeu des partis que l'on vient d'évoquer, et puis elle est coincée aussi parce qu'elle n'arrive pas à s'imposer aux nouvelles féodalités de l'économie. Il y a une espèce d'abandon par la République du politique. Or justement, quand on lit Maurras, il y a quelque chose qu'il met en avant, c'est le politique d'abord. Sur l'environnement, nous devons dire aussi politique d'abord. Il ne s'agit pas simplement de faire un programme électoral écologiste ou de faire de l'écologie à la petite semaine. Il ne s'agit pas d'avoir une politique écologiste d'État seulement. Il s'agit d'avoir un État qui s'enracine, qui est écologiste, qui est écologique par lui-même. Et je trouve intéressant que les royalistes, ce sont eux qui ont développé le premier, à travers Jean-Charles Masson dans les années 1970, le concept d'écologisme intégral, qui deviendra écologie intégrale. Mais l'écologisme intégral, qui nous rappelle évidemment d'une certaine manière le nationalisme intégral, il est possible par la monarchie. Parce que la monarchie, elle a par essence, par principe, le fait de se reproduire. C'est la transmission la plus naturelle qui soit. C'est un père, une mère, un enfant, et c'est la mort de l'un qui ouvre le règne de l'autre. Il n'y a rien de plus
naturel, de plus, j'allais dire, écologique, entre guillemets, que cette transmission du pouvoir. Et puis, il y a l'intérêt aussi d'une monarchie qui, surtout c'est une monarchie active à la française, peut voir le temps long, s'enraciner véritablement. Tandis que nous voyons la République qui forme un État béton, quelque part, nous avons une royauté qui aurait plutôt tendance à être l'État beauté, quelque part, parce que justement, elle est capable de construire sur le long terme. Et je crois que nous avons tout intérêt, nous les royalistes, à nous rappeler de ce patrimoine et à replonger, je dirais, dans les textes eux-mêmes, pas seulement ceux de Chateaubriand, mais aussi tous ceux qui évoquent la tradition, la transmission, une tradition critique. Il ne s'agit pas de revenir, je dirais, à l'époque de la bougie, il ne s'agit pas de vivre dans des grottes, mais d'adapter notre mode de vie à une nature dont nous voyons de plus en plus les limites et dont la société de consommation ne veut pas, elle, reconnaître les limites. Or, justement, les royalistes sont des gens qui ont conscience qu'il faut se méfier de l'utopie. Il faut se méfier d'un idéal qui repousserait tout, de l'illimité. Nous savons que l'homme n'est pas forcément homme, qu'il est ce qu'il est, et qu'il faut le prendre comme tel. C'est la même chose pour la nature ou la société. Et je crois que les royalistes ont tout à gagner à reprendre cet héritage d'un écologisme, d'une écologie intégrale qui est leur, qui est systémiquement, de manière enracinée, fondamentale, historique, le leur. Pour le roi jardinier d'une certaine manière, pour le grand jardin français, ça ne veut pas dire que nous sommes dans le repli sur nous par rapport aux autres États, mais si l'État français devient cet État écologique intégral, cet État royal, il est capable de parler aussi au monde entier. Et nous savons, c'est Nicolas Hulot qui l'avait dit il y a quelques années, bien avant le destin qu'on lui connaît, d'ailleurs un peu malheureux semble-t-il, il évoquait la possibilité de l'exemple français qui entraîne les autres. Et nous avons des alliés. L'écologie intégrale a aussi été évoquée par le pape. Cela peut nous satisfaire d'une certaine manière. Cela ne peut pas nous suffire complètement. Et en ce sens, je dois avouer que je me suis enraciné dans l'idée royale, dans la monarchie, aussi à travers cette conception de la nature, d'une écologie vivante, vibrante, pas d'une écologie morte ou desséchée, mais d'une écologie qui permet à la vie de se poursuivre et de lutter un petit peu contre tous les éléments qui la tuent. Or, que sont les nationalistes d'Action française, si ce n'est ces gens qui veulent que la France vive au sens fort du terme? Charles Simplot, est-ce que par rapport à ce royaume de France que vient magnifiquement de décrire Jean-Philippe Chauvin, est-ce que les conditions internationales permettent en fait qu'un bien commun national, un bien commun écologique, alors que tous les citoyens, voilà, il y a du bruit, mais c'est parce qu'il y a des fâcheux là-haut, donc vous allez pardonner le léger bruit que ça évoque, que ça provoque en bas, voilà, parce que les fâcheux sont contenus et on a juste à souffrir d'un peu de piétinement, et donc tout ça est peu de choses par rapport à ce qui est au reste. Donc par rapport à la manière dont la France est enserrée dans un tissu mondial, par rapport à la manière dont la nature elle-même évidemment se plie des frontières politiques, comment est-ce qu'on peut concevoir un bien commun au niveau international et surtout un bien national pour la France? Oui, merci. Voilà, vous allez m'entendre. D'abord, je crois qu'il faut revenir à mai 68 comme négation du bien commun. Avant mai 68, il y avait un large consensus sur le fait que la France devait être indépendante et jouer son rôle dans le monde. Les internationalistes n'étaient que les idioties du communisme international, les atlantistes étaient considérés comme des traîtres passéistes et les européistes comme des utopistes. Les Français étaient tout simplement patriotes. La France était la France. Elle avait une vision planétaire, la conviction que sa mission consiste à rester elle-même et à ne se soumettre à personne. Il y avait alors un projet français. On était français pour quelque chose, pas seulement pour vociférer lors des matchs de ballon. Le mouvement de mai 68 visait surtout à casser la France
ce qui passait par la démolition de l'État, parce que nous le savons bien, le discours contre l'État n'est jamais neutre, dans la mesure où il traduit toujours une intention antipolitique, donc antinationale. En 1968, les diatribes libertaires contre l'État et la nation ne faisaient que camoufler le véritable enjeu, le véritable projet des événements dont le professeur Jean Rouvier a pu écrire qu'un lobby israélo-américain ne fut pas étranger à leur déroulement. Et des foules d'idiots utiles ont donc été manipulés par des agitateurs professionnels qui avaient des accointances avec les ennemis de la France. Souvenons-nous tout de même que l'ineffable Cohn-Bendit fréquentait régulièrement les bureaux des agents de la CIA à Paris. Ce Cohn-Bendit qui déclare à l'époque que le drapeau français est fait pour être déchiré, a au moins une constante, celle de l'anti-France, sa haine de la France, puisqu'on le retrouve aujourd'hui parmi les chants de l'eurocratie destructrice des nations. Après mai 68, la politique de la France n'a certes pas évolué du jour au jour, mais petit à petit, le poisson insufflé dans les esprits s'est distillé. De nos jours, la majorité de la classe dirigeante adhère à l'idéologie du renoncement. Et l'objectif n'est pas ambigu. Il s'agit de démanteler encore plus l'État-nation pour mettre en place une sorte d'Europe fédérale qui épousera le moule de la globalisation. C'est donc la nation qui est la cible de l'idéologie supranationale, européiste et mondialiste. Et cette idéologie qui a pour obsession de faire sauter le verrou de la nation. Alors que faire? Je vois que votre programme mentionne réinventer demain. Voilà un thème qui me semble bien ambitieux, ne tombant pas dans l'utopie de vouloir tout recommencer à zéro, ne nous trompons pas non plus de combat. Il ne s'agit pas de concevoir la énième tentative de réunir des droites que rien ne rapproche, notamment la question nationale. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément n'importe quel homme histrion, remis au rang d'homme fort ou de femme forte. Nous avons eu l'expérience de Boulanger, nous avons eu l'expérience de Larocque, nous avons eu d'autres expériences. Nous savons que tout cela ne mène à rien, tout cela n'est que songe et rêverie. Ce ne sont pas les hommes qu'il faut changer, c'est le système. Il faut des institutions qui conçoivent les hommes comme appartenant d'abord à une nation, des institutions qui entretiennent la conviction d'une unité de destin pour faire quelque chose ensemble. Cela s'appelle l'histoire, et c'est la nation, et elle seule, qui constitue la plus précieuse des libertés. Elle donne à l'homme sa dignité en lui permettant d'être non seulement un animal social, mais plus encore un animal historique. La nation relève la valeur de l'homme dans la mesure où elle constitue une communauté de destin dans l'universel. Elle est la condition de l'histoire. Dès lors, la politique n'a pas pour objet de servir les intérêts de groupes particuliers, les ambitions d'un parti ou d'un homme, les chimères des idéologues. La politique doit mettre en œuvre les moyens permettant à la nation de ne pas périr. De nos jours, on est frappé par l'importance du parti ou des partis de l'étranger, le parti américain, le parti allemand camouflé sous le slogan de l'Union européenne, le parti israélien, le parti russe, de ceux qui, plus qu'une saine alliance avec Moscou, prennent une sorte de soumission et suivent aveuglément toute la politique de Poutine, qui est une politique russe, faite pour les Russes, mais qui n'est pas forcément la politique qui convient mieux à la France. Face aux lâches renoncements qui ont toujours nourri l'esprit de collaboration, où est le parti de la France quand il n'y a plus d'autorité légitime pour l'incarner? La France, donc, et seulement la France. À l'opposé de la nation, les idéologies supranationales résultent d'une vision eschatologique, tant il est vrai que la fin des nations, c'est la fin de l'histoire. Dès lors, il faut bien conclure que le nationalisme bien compris est un humanisme. La nation est la condition de toute humanité. Elle est au centre de la bataille de l'être contre le non-être. L'indépendance de la nation est effectivement la plus précieuse des libertés, puisqu'il n'y a pas de liberté pour un peuple sans sa souveraineté. Le nationalisme ne peut s'assimiler à une fantasmagorique stratégie d'enfermement. Contrairement à ce que prétendent les cosmopolites, le nationalisme n'est pas la prétention de tout décider comme si le monde extérieur n'existait pas. Le nationalisme n'est pas un chauvinisme, un patriotisme exacerbé et encore moins un racisme fondé sur ce prétendu matérialisme biologique exposé par les théoriciens allemands qui ont toujours confondu race et nation. Le nationalisme ne manifeste pas davantage une quelconque volonté d'expansion et de domination, ce qui est le propre des empires et des hégémonies qu'il combat. Ce qu'on appelle le nationalisme, c'est l'idée que le monde est divers, qu'il s'enrichit de cette diversité par le fait que chaque civilisation apporte sa contribution à la culture universelle.
et c'est le rempart de la cité libre qui préserve la civilisation. En conséquence, ce qui doit guider toute politique est la défense acharnée de l'indépendance nationale. Chers amis, tout est là, c'est notre seul combat. Pourquoi la France? Parce que sans elle, que sommes-nous? Bien sûr, comme toujours, comme c'est le cas depuis plus de 2000 ans, il s'en trouve pour affirmer niaisement que la France est une nation moyenne. Il répète à qui mieux qu'on ne peut rien faire, qu'il faut s'inscrire dans le mondialisme et l'européisme est conçu comme une panacée. En fait, ce réalisme de bas étage n'est qu'un pitoyable renoncement qui invite à s'effacer, à se fondre dans un grand ensemble. La soumission réaliste n'a d'autre but que de s'épargner l'obligation de faire preuve de courage et de volonté. Et la volonté est sans doute ce qui manque le plus sous un régime qui ne se soucie pas de l'intérêt national et vit au jour le jour d'une élection à l'autre. Depuis plus de 2 siècles, avec de trop rares exceptions, les causes du déclin français résident dans la mauvaise politique d'un régime débile et malfaisant qui favorise le règne de l'étranger. La France cesse de peser quand ses dirigeants et ses fonctionnaires civils et militaires se laissent enfermer dans de vagues comités eurocratiques, otanesques ou autres, quand ils sont tout fiers de faire une pâle figuration en balbutiant 3 mots d'anglais pour bien démontrer leur parfaite soumission au nouvel ordre cosmopolite. Il convient de retrouver de la dignité et de ne jamais considérer que la partie est perdue. Cela a été la grande leçon du général de Gaulle du 18 juin 1940 à 1969. Il ne faut jamais se résigner à laisser les autres être les seuls acteurs de l'histoire. Finalement, ce qui est en cause n'est pas la capacité matérielle d'agir, c'est le courage en politique. C'est là cette vertu qui fait le plus souvent défaut, surtout lorsque le parti de l'étranger tient le haut du pavé. Pendant des siècles, nos rois ont combattu ce détestable parti, les bourguignons, les ligueurs, les frondeurs, les anglomanes, ce parti de la collaboration qui est le véritable mal français. Hélas, il semble que la majorité des dirigeants français ont renoncé au rôle traditionnel de la France. Ces dirigeants sans envergure ont renoncé au jeu de la France pour se réfugier dans la routine et l'inertie d'une prétendue diplomatie européenne qui est à l'œuvre. Du coup, la thèse exposée par Charles Maurras dans son Il est Angers est toujours actuelle. Seule une institution, n'ayant vu que le bien commun et la nation, seule la monarchie est capable de bien diriger la France, car la République est impuissante à mener une politique étrangère stable et libérée des passions politiciennes. L'enjeu est donc simple. Voulons-nous encore peser sur notre destin? Mais 68 a voulu nous faire sortir de l'histoire, derrière les vieilles idéologies totalitaires, marxistes, maoïstes, trotskistes et autres. Il n'y avait bien entendu aucun rêve romantique, comme le croient certains gogos, mais une triste et sordide réalité. Tout est clair quand nous voyons aujourd'hui libertaires 68ards et libéraux se retrouver dans une idéologie anti-française qui est devenue la doxa dominante. Si l'on veut restaurer le rôle de la France dans le monde, il n'y a qu'une solution. Il faut naturellement quitter l'Union européenne. Il est temps de redécouvrir que l'avenir ne se réduit pas au petit espace d'une Union européenne qui n'a apporté ni la postérité, ni l'influence, et est devenue un facteur de paralysie. Il nous faut considérer le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Et dans ce monde-là, ce que la France peut apporter de plus précieux, c'est de trouver en elle-même assez d'énergie et de volonté pour devenir un contrepoids, pour équilibrer les forces en présence, pour peser lourd face au péril majeur d'un nivellement des identités. Il faut l'indépendance nationale pour redonner à l'État-nation sa liberté d'action nécessaire dans tous les domaines, politiques, diplomatiques, militaires, monétaires, juridiques, linguistiques, culturels, dans les missions de service public, dans le rôle sécuritaire, ce qui implique naturellement le rétablissement des frontières protectrices. Il faut surtout restaurer la pensée française, cette ultime molle de résistance contre les menaces de toute nature. L'éternel enjeu consiste à réaffirmer le primat de l'homme, de la civilisation, des forces de la vie, contre le nivellement matérialiste, contre les nuées cosmopolites, contre les forces de la mort. Quel monde pour demain? Je suis bien entendu incapable de répondre à cette question, mais ce dont nous devons être sûrs, c'est qu'il nous faut rester nous-mêmes. C'est pourquoi, chers amis, nous devons être résolument français.
à défaut de réinventer demain, effectivement, soyons nous-mêmes aujourd'hui. Et malgré tout, vous nous avez dressé un programme, puisqu'il s'agit de faire l'exact contraire de tout ce qui est fait. Donc, le chemin est clair, à défaut d'être facile. Vous avez terminé en évoquant la culture française, et justement, Jacques de Guilbon est un de ces combattants culturels, à travers notamment La Correcte, et le dernier numéro qui a été consacré, tout entier consacré à mai 68, et au fait qu'il ne faut pas le célébrer, parce qu'en fait il ne s'est rien passé en mai 68. Et donc Jacques, tu vas pouvoir nous expliquer ce qu'est véritablement aujourd'hui une manière d'inventer demain en s'emparant d'une culture qui n'est pas censée être notre apanage médiatique. Je ne sais pas si j'aurais cette prétention-là. Si chaque fois que je propose un truc, les gens m'expliquent qu'en fait, ils sont pas compétents, c'est pas vrai, c'est pas demain. Ça, c'est des cadeaux, ça, en fait, c'est pour ça. Je suis désolé pour cet appareil-là, c'est parce qu'en fait, mon idole, c'est Philippe Ménard, et d'habitude, il parle avec un ordinateur, je me suis dit que j'allais faire pareil. Et d'ailleurs, c'était mon idole que j'ai mis la même veste que lui. Et un jour, je serai Philippe Ménard. Je vous encourage à faire tous pareil. Bon, je vous rassure, je serai bref parce que je sais que tout le monde se demande quand est-ce qu'on va aller voir, et moi le premier. Et je vous remercie de m'avoir refilé le sujet de la culture qui est peut-être le plus intéressant et le plus complexe en fait. C'est le plus piégeux, c'est celui qui mélange le plus politique et vie, idéal et réalité. Et donc c'est compliqué de s'en emparer parce que quand on entend une culture, si on n'a pas forcément envie de sortir son flingue, il est devenu tellement pénible qu'on se dit qu'il y a peut-être des maisons pour ça aujourd'hui. Néanmoins, même si il faudrait être bien prétentieux et fou pour prétendre dire ce que serait une culture demain et essayer de la définir, il faudrait être bien totalitaire d'ailleurs, ça a déjà été fait, ça s'est mal terminé. C'est un sujet qu'on est obligé de prendre à bras-le-corps aujourd'hui, parce que c'est notre principal souci, qui est le piège dans lequel la culture contestataire de mai 68 nous a enfermés, piège duquel on n'arrive pas à sortir. Parce qu'en effet, contester une contestation, détruire une destruction, ça revient presque toujours à perdre. Et c'est là que l'on comprend l'éternelle phrase obscure de Demestre, qu'il ne s'agit pas de faire une révolution contraire, mais le contraire d'une révolution. Facile à dire, beaucoup plus complexe à appliquer. Partons d'abord de ce principe, on ne conteste jamais un mode d'existence sans contester entièrement son langage. Si l'on juge cette maxime vraie et qu'on entend enfin contester le mode d'existence 68, il nous faut oublier, surmonter, dépasser son langage, un langage qui est particulièrement plastique et graphique. Et c'est là où je ne serais pas d'accord avec malheureusement les affiches qui ont été faites par l'Action française. Nous, quand on a fait ce numéro de la correction 68, on a fait cette couverture, qu'on jugera bonne ou non, mais on a essayé en fait à l'intérieur de faire en sorte qu'il n'y ait aucune reprise du graphisme de mai 68 qui en fait nous intoxique depuis 50 ans, et on pense que pour oublier, quitter 68, il faut absolument sortir de cette culture-là que 68 en fait nous a imposée et qui reste encore une fois toxiquement dans nos cerveaux en fait. Nous, on se dit que M. de la Roche-Jacquelin ou M. de Charette sont plus passionnants que Che Guevara, en fait, ils sont plus révolutionnaires, qu'on a plus envie de leur ressembler à eux qu'à quelques gauchistes, que ce soit des années 60 ou 70. Mais c'est facile à dire, évidemment, c'est plus compliqué à faire, parce que depuis 50 ans, en fait, on peut dire qu'aucun autre code graphique ne s'est imposé, puisque la publicité elle-même, on le sait, est un rejeton de 68, et rien de plus logique, puisque c'est l'ADN de la publicité que d'appeler à jouir sans entrave. Alors à moins que de reprendre une imagerie médiévale qui est très belle, une imagerie 19e ou une imagerie fasciste, soyons fous, il n'y a comme aucune solution que de réinventer en fait notre iconographie, notre langage, pour sortir définitivement de ces 50 ans de dictature de 68. Comment le faire? En fait, il faut être, je pense, soi-même, sans leur ressembler, soi-même provocateur, grossier, violent ou inattendu selon le mot que l'on préférera. Si on y réfléchit, Dante, Shakespeare, Rembrandt, Villon, Rimbaud n'étaient pas des gens bien élevés. Je pense qu'il est impossible de détruire 68, de détruire ces petits filous de 68 qui sont toujours là et leurs héritiers en leur opposant une France bien élevée, contrairement à ce qui a été dit à une époque. Il ne faut pas être bien élevé en fait. Il faut être vulgaire, il faut être grossier, et c'est comme ça qu'on arrivera à leur reprendre le pouvoir. La bourgeoisie n'a jamais eu raison d'aucune subversion, ne serait-ce que parce que chaque subversion devient la bourgeoisie d'après en fait. Donc comment se sortir de ce piège? Nous sommes ici, vous êtes tous des gens très cultivés, d'excellents entrepreneurs en reconstruction du passé. C'est très bien, c'est un très bon début, et c'est nécessaire. Mais la culture, c'est pas seulement ce dont on a hérité. C'est aussi ce qu'on veut transmettre, ce sont aussi les enfants qu'on veut donner demain, et ça demande une réinvention. Hélas, on a toujours un train de retard, et encore aujourd'hui, malheureusement, j'en veux pour preuve simple le néo-langage qui fait florès partout depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux,
qui sont nés dans des campus américains et qui sont des surgeons de 68 par la bande de la French Theory, comme on dit si nettement, qui sont des mots souvent anglo-saxons, qui sont ce langage du genre, du gender, et dont malheureusement on est obligé de constater que les aficionados font preuve d'une surprenante inventivité. Est-ce que parmi vous, il y a 5 ans, quelqu'un savait qu'il était un cisgenre hétéropatriarcalement racisé? Pas moi en tout cas. Mais ils ont réussi à nous l'imposer et maintenant on le sait. Enfin, on le sait pas, on ne l'admet pas, mais en tout cas ils nous le disent. De même que leur langage néo-féministe, qui nous parle de manspreading, ou leur langage néo-antiraciste, ou raciste, qui nous parle de white-splaining, sont des langages insupportables mais qui nous appliquent tous les jours et contre lesquels on est uniquement en réaction. Ou encore l'écriture inclusive. On peut s'en moquer, on l'a fait nous-mêmes dans la correcte, mais on n'en est encore qu'au premier stade, il faut absolument qu'on en sorte. On peut constater là-dessus, par exemple, l'échec provisoire, j'espère, mais d'un alter-féminisme qui était venu de chez nous, du camp conservateur, qu'on retrouvait chez Eugénie Bastier, chez Marianne Durano, dont les livres ont eu un intérêt, mais qui n'ont pas réussi à imposer un autre langage, et on reste encore pour l'instant dans le langage du néo-féminisme ancien, si je peux dire. Alors, comment sortir de ce piège? Il faut en fait essayer de cerner ce qu'est théologiquement, si on peut dire, 68. Si on considère ses héritiers, je dis ses héritiers et pas ses enfants parce que je pense que le diable n'a pas d'enfants, c'est un séducteur et qu'il a besoin d'alliés, seul qui a des enfants. Ces héritiers font précisément l'inverse de ce qu'ils ont publiquement prôné à l'origine. Ils interdisent tout aujourd'hui. On est passé ainsi du désir des internats mixtes à Nanterre en 68 aux réunions non mixtes aujourd'hui sur le plan racial ou sur le plan sexuel. Et ce sont les mêmes personnes. Ils interdisent de tout représenter. Sur une photo, vous ne pouvez plus avoir d'enfants, vous n'avez plus de mâle blanc, vous n'avez plus le droit de faire une blackface, comme ils disent, vous n'avez plus de faux prophètes en une de Charlie Hebdo. Ces gens sont, en fait, sans le savoir, les héritiers d'une vieille tentation théologique qui a pu être calviniste chez les anglo-saxons ou janséniste chez les Français. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté, ils voulaient nous délivrer l'homme de sa nature, et ils finissent par le reconduire dans un servage bien pire, dans une sorte de prédestination. Si tu te sens mal dans ta peau, c'est que tu es évidemment transgenre, il faut te livrer des assignations sociales, mais pour retomber dans une assignation pire, dont le seul avantage est que tu crois que tu l'as choisi. Tout cela prouve uniquement qu'il n'y a pas de libre arbitre, et tout ça au nom de la liberté. À nier cette nature, on fabrique des espèces pires. Benoît XVI l'a dit au Bernardin, si la culture européenne d'aujourd'hui comprenait désormais la liberté comme l'absence totale de lien, cela serait fatal et favoriserait inévitablement le fanatisme et l'arbitraire. L'absence de lien et l'arbitraire ne sont pas la liberté, mais sa destruction. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que, en fait, si on regarde l'histoire, la seule victoire réactionnaire qui ait jamais eu lieu, c'est celle de ce qu'on appelle la contre-réforme ou la réforme catholique. Et je pense qu'on peut s'en inspirer. Qu'est-ce qu'elle a fait en fait, la réforme catholique? Devant la pruderie des puritains qui disaient qu'il fallait cesser de représenter des saints, qu'il valait mieux donner, tel Judas, les argents de l'Église aux pauvres plutôt que d'en faire des calices, elle a répondu à l'inverse par encore plus d'apparat. Elle a mis de l'or partout. Elle a sollicité les plus grands artistes de son temps. Elle en a foutu plein la gueule au bon peuple. Elle n'a pas requisé le monde. Elle n'a pas craint l'art de son temps. Elle l'a au contraire stimulé. Elle en a rajouté. Et pour la plus grande gloire de Dieu à l'époque. C'est ainsi qu'il faut se sentir libre. Dostoïevski disait, enfin ou plutôt le personnage de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. De mon petit point de vue, je pense qu'il avait tort et que c'est bien l'inverse, et que c'est seulement si Dieu existe que tout est permis. Et d'ailleurs, Saint Paul le dit, qui dit tout vous est permis, mais tout n'est pas bon. Je pense que c'est ça qu'il faut méditer aujourd'hui. Quelle liberté nous avons, quelle liberté nous prenons, quel courage nous avons enfin de l'imposer. Non dans une volonté de rediscussion, mais une volonté de recommencement. Ce qu'il a écrit nulle part que les squats, les maisons de la radio, les galeries d'art, la littérature de chez Grasset doivent demeurer éternellement aux mains de la gauche. Il faut renverser ça demande du courage. Ça demande du courage d'être les vrais révoltés, en fait. Faire du bruit, être présent partout, ne jamais rien lâcher, ne jamais s'excuser. Comme disent les Anglais, never explain, never complain. Il nous faut de l'audace, et c'est ça qu'il nous faut, toujours encore de l'audace. Donc remplacer cet imaginaire par le nôtre, c'est-à-dire remplacer Che Guevara par Charette. Être des chouans, mais pas des chouans pour dame patronesse. Des chouans libres, révoltés, des chouans ivres. Comme une autre réforme catholique, il faut en mettre plein la vue sans crainte de choquer, ni la gauche évidemment, mais ni même papa et maman. En n'oubliant pas que le but de toute contre-culture, celle qu'on est en train de créer, est de devenir la culture dominante à terme, et que nous n'avons pas vocation à demeurer dans des cases, que nous devons créer, imposer notre propre langage, sans qu'il devienne non plus une idéologie. Ce n'est pas le politique qui peut créer ce langage, c'est la culture et la politique qui doivent s'accompagner, quitte à se quereller quand il le faut, l'un peut être à la botte de l'autre, mais il faut que la culture soit l'ange gardien du politique. Et je voudrais terminer en rendant hommage à des gens qui, je crois, dans cette salle sont merveilleux, en disant que je pense que les mêmes royalistes resteront dans l'histoire de l'art comme le commencement d'une nouvelle époque. Bravo!
19h05, on était censé terminer à 19h, donc je crois que le premier miracle de cette refondation de demain, c'est qu'on arrive à terminer à l'heure, ce qui est rare ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les mêmes royalistes, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas branchés sur Facebook, voilà, donc il y a quelques malheureux ici qui ne sont pas branchés sur Facebook, donc je vous conseille de regarder le numéro de l'incorrect dans les dernières pages. Je vous conseille de demander à quelqu'un de vous montrer sur Facebook ce que sont des mêmes royalistes. Donc ce sont des images à hurler de rire, faites avec un talent incroyable, qui défendent évidemment le roi et qui détournent totalement le système de ces images qu'on appelle des mèmes et qui sont reprises et reproduites et avec à chaque fois une légende qui change. Voilà, c'est effectivement remarquable. Je voudrais remercier tous ceux qui ont réussi à nous parler d'aujourd'hui et à réinventer demain quand même. Parce que c'est une belle conclusion à cette journée consacrée au bien, enfin, cette demi-journée consacrée au bien commun, et passer la parole à Étienne pour la conclusion.